Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox ce soir. Je suis Serge Alain Autour pour le décryptage quotidien de l'actualité. Une fois de plus sur la sellette, c'est Maître Jean de Dieu Momo. Au cours d'une émission télévisée à laquelle il prenait part dans la soirée du dimanche 3 février 2019, un membre du gouvernement, par ailleurs leader d'un parti politique, a tenu accessoirement au sujet dont il traitait à titre principal des propos évoquant une période dramatique de l'histoire du peuple juif. Le gouvernement de la République du Cameroun tient à souligner que le responsable politique concerné s'exprimait à titre personnel. Le gouvernement camerounais déplore vivement les propos inappropriés de la dite personnalité et s'en dissocie totalement. J'ai cité là René Emmanuel Sadi, ministre de la Communication du Cameroun. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Jean de Dieu Momo, désolidarisation gouvernementale, on en parle aujourd'hui. Je suis en plateau ce soir avec Foting Zodjo, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs d'Equinox. On est ravis de vous voir, hein, Foting. Oui, contrairement peut-être à ce que beaucoup auraient pensé, il y a eu plus de peur que de mal. Oui. Je suis sorti, je dirais, vivant de cet accident qui fait aujourd'hui 24 jours. Et il faut se le dire, je profite également pour remercier tous ceux qui m'ont envoyé des messages de prompt rétablissement. Et je suis revenu sur le plateau et sur la scène sociale et je poursuis mes œuvres. Ok. On va dire rétabli à 100%, faut-il? Bon, disons 70% parce que sorti d'un drame aussi tragique, on ne se rétablit pas aussi rapidement, mais pour l'instant, on a quand même les forces de sortir de la maison, d'aller au boulot, peut-être de venir sur le plateau. Voilà, venir sur un plateau de télévision. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. En face de vous, le professeur Pascal Charlemagne Messanga Nyamding. Bonsoir, prof. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Oui. Coordonnateur des mouvements biaïstes. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Aussi universitaire. Universitaire. Bon, dans ce jeu, je vais prendre vos avis sur l'actualité a beaucoup bougé. Ça fait exactement une semaine que les principaux leaders du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été arrêtés, ont été déportés, l'expression consacrée, du côté d'Yaoundé. Comment vous réagissez parce qu'on ne vous a pas vu sur les plateaux télé, prof? Oui, parfois. Ça, c'est une exclusivité Equinox. Equinox, oui, c'est vrai. Voilà, merci d'avoir accepté de venir sur mon plateau. Hein. Merci beaucoup. Merci, prof. C'est vrai que j'ai voulu prendre beaucoup de recul. Oui. Beaucoup de recul parce que vous savez, non politique, par moment, doit se consacrer à autre chose. Et en effet, de voir ce qui se passe. Nous sommes sortis d'une élection présidentielle très difficile. Nous avons à la fois difficile pour le pouvoir. Faudrait-il encore le rappeler? Le président Paul Biya en est sorti avec un score de 71%. Oui. Lorsque vous faites une analyse de sociologie électorale, vous allez vous rendre compte qu'il a eu 47% au Grand Nord. Si vous faites 71, 47 ôté de 71, il ne reste que 24%. Oui. Or, rappelons quand même que après tout ce qu'on a mis en marche, 24%, c'est dire, c'est cette région. C'est le nord, le sud-ouest, le centre, le sud, l'est, l'ouest et le littoral. Et lorsque vous regroupez les scores de un Adamo Damdouya, le ministre Kamto, Cabral Libi et Joshua aussi, vous vous rendez compte que dans les 7 autres régions, le président Paul Biya en sort battu, avec un score de près de 30%. Alors moi, ça m'a bousculé, ça m'a choqué. Et j'ai voulu donc prendre du recul à l'effet de voir comment on peut se remobiliser pour conquérir les 7 autres régions qui nous ont désavoués. Parce que voyez-vous, quand on parle du Grand Nord, nous préparons les prochaines législatives.
Le Grand Nord, c'est une coalition des partis alliés. Parce que là-bas, il y avait le MDR de M. Dakolo Daïsala, il y avait l'UNDP de M. Bailo Boubaï Magari, et il y avait le FNNC de M. Issa Chiruma. Alors je me suis dit, mon Dieu, si on n'avait pas ces alliés, que serait devenu le RDPC, son candidat à l'élection présidentielle? J'ai donc pris beaucoup de recul et je vous sors bientôt un ouvrage intitulé Le renouveau séduit-il encore? Eh bien, je tente d'apporter quelques solutions parce que je suis un homme politique et je crois que l'homme politique, c'est les combats. Okay. Alors, peut-être à la question de savoir comment vous réagissez. Eh bien, avec beaucoup de recul, j'ai beaucoup bougé et j'ai beaucoup réfléchi, je continue à réfléchir. Je reste très engagé auprès du président Paul Biya. J'ai une autre idée aujourd'hui du RDPC parce que, effectivement, ceux qui occupent malheureusement pour la plupart les fonctions de pouvoir et de décision ne sont pas des militants. Je m'interroge beaucoup pourquoi on a peur des militants dans le parti. Au regard de l'affaire Kamto, je continue à penser que si au sein du RDPC, mon parti, on n'a pas suffisamment valorisé les militants dans l'action, bien entendu, hormis quelques camarades comme Ketia Cortez, Atagaji, je ne vais pas tous les citer ici. Malheureusement, l'opposition aussi est dépolitisée. Alors, il y a une banalisation du militantisme au point où, eh bien, comment pouvez-vous comprendre qu'un candidat est élu, est proclamé élu, il a fait un gouvernement, et du jour au lendemain, vous vous permettez de faire des marches à l'effet de contester son élection. Je suis choqué, mais en même temps, je suis contrarié, parce que le Cameroun a signé un certain nombre de conventions internationales. Il y a effectivement la CADEC, la Charte africaine pour la démocratie et la gouvernance. Et bien, il y a le pacte sur les droits civils et la démocratie. Les marches sont autorisées. Je pense qu'effectivement, le Cameroun étant très divisé, je suis un partisan du dialogue. Je crois qu'il faut continuer à dialoguer à l'effet de ramener les acteurs vers un apaisement pour le seul intérêt du Cameroun. Dialoguer, il faut les libérer pour vous? Ben, écoutez, il faut quand même vous dire que le ministre Kamto, c'est pas n'importe qui. Vous savez, nous avons eu des antagonismes de campagne très poussés. C'est mon collègue à l'IRIC, beaucoup ne le savent peut-être pas. Il est enseignant permanent à l'IRIC comme moi. Et puis, à l'international, il a quand même été un ancien de la Commission des droits de l'homme. Ça veut dire que les groupes de pression internationaux ne permettront peut-être pas que ça se poursuive. Et moi, je pense que c'est un dérapage, c'est une mise en ordre. Je souhaite effectivement que très vite le ministre Kamto, pour l'honneur du Cameroun, et puis, disons-le, c'est le challenger numéro 2 quand même du chef de l'État aujourd'hui, eh bien, qu'il soit libéré et qu'il tire toutes les leçons à l'effet de ne plus recommencer, parce que cela n'a jamais été vu. Un candidat est élu, et regardez un monsieur de son âge, 65 ans, il est père de famille. Eh bien moi, en tant qu'homme politique, je pense que c'est pas opportun de le garder. Et je sais, connaissant le président Paul Biya, vous voyez dans le passé, un passé plus proche, il a libéré un certain nombre de membres du consortium. Il a libéré, rappelez-vous, certains otages, certaines personnes qui étaient impliquées dans les affaires très difficiles. Il s'est même associé à ceux qui avaient contribué à la tentative de coup d'État contre lui en 84. C'est un humaniste, c'est mon souhait, c'est un appel de cœur. Je crois qu'il serait important pour nous et pour le consensus qui se construit au Cameroun que le ministre Kamto soit libéré. Ok, Fatih, sur cette actualité de la semaine dernière, vous n'avez pas fait de plateau jusque-là. Dites-nous, comment vous avez accueilli tout ça? Bon, en fait, moi, je suis souvent très choqué lorsqu'on arrête des personnes à Douala, à Baussam, partout, et on les déporte vers Yaoundé, ou un peu comme si... C'est ça qui vous pose problème. Un peu comme s'il n'y avait pas... Oui, c'est-à-dire que ça fait partie des problèmes, parce que si nous avons quand même un tribunal à Douala, nous avons un tribunal à Yaoundé, pourquoi donc les déporter du lieu de leur arrestation vers une autre ville, un peu comme si nous étions à l'époque de la déportation? Et également l'arrestation de Maurice Kamto, moi personnellement ça me pose beaucoup de problèmes. Premièrement, je pense que dire que nous ne sommes pas satisfaits des résultats d'une élection, c'est le droit le plus absolu d'un individu. Jusqu'aujourd'hui,
John Fuji continue de dire qu'en 92, il avait gagné les élections. Moi, je ne pense pas quand même qu'on peut arrêter un homme et une centaine d'autres personnes juste pour avoir voulu marcher, pour dire nous ne sommes pas satisfaits des résultats. Les gens peuvent estimer qu'ils n'ont pas de satisfaction et on ne doit pas demander une quelconque peut-être autorisation pour exprimer son insatisfaction. Moi, cette actualité continue à m'écœurer. Je me demande même où notre pays est en train de partir, parce qu'il faut se dire que nous avons déjà assez de tensions comme ça, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, que ce soit dans la région de l'Est Cameroun avec les rebelles venus de la Centrafrique. Je ne sais pas donc quel intérêt le gouvernement de Yaoundé a à ouvrir d'autres foyers de tension, surtout le foyer MRC, lorsque nous savons que quelqu'un qui est quand même arrivé deuxième dans une élection... Vous dites le foyer MRC, c'est un foyer? Oui, justement, je parle du foyer. Il y a le Nord-Ouest, le Sud-Ouest... Oui. Il y a Boko Haram. Il y a Boko Haram et tout ça. Et maintenant, ce sont les militants du MRC qu'on est en train de vouloir pousser à l'extrémisme, parce que quelqu'un qui a quand même pris la peine de supporter un leader politique et qui croit que ce leader-là peut venir régler les problèmes qu'il estime que ceux qui sont aux affaires n'ont pas réglé, ça veut dire qu'il a un ensemble de convictions. Et puis arrêter donc ce leader-là, 3 mois après les élections, aller l'incarcérer, nous sommes, je pense, au 12e jour déjà, c'est quand même pousser les gens à poser des actes. Et puis il faut se le dire que c'est sur la base d'une simple arrestation et d'une simple répression policière que les affaires du Nord-Ouest et du Sud-Ouest sont devenues ce que nous voyons aujourd'hui, que nous ne parvenons pas toujours à les régler jusqu'aujourd'hui. Donc moi je pense que la place de Maurice Kamto, ni lui ni ses militants, ne se trouvent pas en prison, Je ne sais pas ce que les gens font à Kondengui, juste pour avoir manifesté. Ça veut dire qu'au Cameroun, peut-être désormais pour se fâcher, il faut demander l'autorisation du gouvernement. Voilà, je retiens donc... Serge Lanaotou. Oui, vous permettez, c'est pas le débat. Non, je vous en prie. Oui, avec votre permission. Allez-y. Je crois qu'il faut éclairer l'opinion parce que nous sommes en mondovision. Oui. Je suis choqué par ce que vient de dire M. Fossé. Je crois qu'il y a une double dimension. Si l'affaire, désormais appelons ça affaire MRC et marche du MRC, où on a vu des marches illégales, à l'effet de demander le départ d'un chef d'État élu. Il faut banaliser ça, c'est très grave. Non, du point de vue du droit, je vous en prie, monsieur, faisons un débat courtois, je vous en prie. Et du point de vue du droit, ce monsieur doit être en prison dans l'éthique et la morale et la vertu de l'État. N'oubliez pas qu'il s'était autoproclamé président de la République. Il s'est retracté, il a contesté le Conseil constitutionnel qui a tranché, et puis aujourd'hui il recommence avec des marches de contestation de celui qui a été élu. Du point de vue du droit, oui. Mais moi, je pense que il faut régler politiquement cette affaire. Elle ne peut pas seulement être analysée sous le seul prisme du droit. Parce que nous sommes des hommes politiques, et les hommes politiques, c'est le dialogue. Vous, au MRC, vous devez apprendre à dialoguer. L'homme politique dialogue. Vraiment, je ne sais pas dans quelle histoire vous êtes en train de mettre le Cameroun, où un éminent professeur comme M. Kamto, très respecté et actif, à la fois sur le plan académique et sur le plan juridique, j'ai encore en mémoire les affaires de Bakassi, vous le rendez aussi ridicule au point où il va initier, du point de vue du droit, des marches subversives. Mais moi, je voudrais qu'on ait une position politique. En politique, c'est le dialogue. C'est pourquoi, en tant qu'homme politique accompli, biaïste, parce que Paul Biya, c'est mon maître politique, c'est un humaniste, je pense que ne prenons pas cette affaire sous le seul prisme du droit. Parce qu'il y a subversion. Il y a trouble à l'ordre public. Mais, sur le plan politique, on pourrait ainsi régler les problèmes du Nord-Ouest, du Sud-Ouest, les affaires Kamto, les problèmes du Nord. Parce que le problème est qu'aujourd'hui, personne, et là je vous donne raison, M. Footing, le Cameroun est divisé. Le rôle de l'État, ce n'est pas la violence. Et certains veulent entretenir la violence. Dans mon camp, bien sûr, ça rapporte beaucoup d'argent à quelques-uns. Mais je pense que l'État doit toujours s'affirmer par le dialogue. Et c'est ce que moi j'appelle la puissance de l'État et la stabilité de l'État. Et je pense que si nous voulons une plus grande stabilité, il faut deux choses. Un, reconnaître que le Cameroun est très divisé aujourd'hui. Deux, reconnaître que le président a initié beaucoup d'efforts
Mais malheureusement, on doit renforcer ces efforts en mettant en place un dialogue inclusif. Ok. Voilà un peu ce que juste une je vous en prie, je suis d'accord que l'homme politique, c'est le dialogue, sauf que voilà déjà 3 ans que le régime de Yaoundé refuse d'ouvrir un dialogue sur le problème anglophone. Donc, je pense à un moment donné, il faut être à la hauteur de ce qu'on propose à son vis-à-vis. Je suis d'accord avec vous. Merci. Je suis d'accord et j'irai même plus loin pour abonder dans son sens. Au moins, on peut se rendre compte que le MRC, je crois, et le RDPC peuvent se mettre d'accord sur certains points. Je suis de ceux qui pensent que le dialogue doit être inclusif sur la question anglophone. Okay. Dans mon camp, je suis le coordonnateur national du mouvement des diaïstes. Je suis membre du comité central du RDPC. J'ai toujours pensé et incité mes camarades en leur disant, si on a un Kamto, un Belobou à Megari, ou encore prenons un Kaim Issa Chiruma, ou encore un Adamou Damdjouya, tous ces leaders de l'opposition. Parce que le problème anglophone est un problème national. Le RDPC et le gouvernement ne peuvent pas le résoudre tout seul. Eh bien, je suis convaincu avec vous, M. Fossing, qu'un dialogue inclusif, une déclaration commune de politique générale sur la question anglophone, avec les forces vives de la nation, pourrait arrêter cette crise. Au moins là, nous sommes d'accord, mon cher monsieur. Ok, je reste avec vous, professeur, pour revenir à ce communiqué du ministre René-Emmanuel Sadi. Oui. Il dit, j'ai choisi une phrase, il dit, le responsable politique concerné s'exprimait à titre personnel. On a vu pourquoi cet état de désolidarisation gouvernementale. C'est le constat qui se dégage. Serge Alain Autou, oui. La choix est une question très difficile. Oui. Vous savez, le peuple juif est celui qui a le plus souffert au monde. C'est vrai que les Noirs ont connu l'esclavage. J'ai beaucoup été proche de ce peuple. Oui. Vous savez, celui qui a dirigé ma thèse de doctorat en droit public à la Sorbonne s'appelle Michel Alliot. Il avait été déporté. Et nous avons connu l'Auschwitz et tout ce qui a perturbé ce peuple avec des chambres à gaz. Je pense que c'est un grand peuple et vis-à-vis duquel tous les peuples ayant souffert, notamment les peuples noirs, avec l'esclavage et la colonisation, on devrait toujours exprimer notre solidarité à ce peuple. D'ailleurs, je veux vous dire que lorsque j'étais étudiant, j'ai été militant dans le MRAP, le mouvement pour l'amitié et l'amitié entre les peuples. C'était dirigé par Paul Langevin, qui a été ministre de l'Outre-mer. On avait des Noirs, on avait des Juifs, à l'effet d'initier une solidarité. Il a un peu trop souffert. Et je vous dis, je dois beaucoup aux Juifs, parce que celui qui a fait de moi ce que je suis à la Sorbonne, c'est un Juif, le professeur Alliot. Mais à côté, je connais très bien Jean de Dieu Momo. C'est un ami. Il m'a marqué parce que tout au long de la campagne, il avait toujours à côté de lui un ouvrage de chevet, le Nouveau Testament. Et il m'a dit un jour, le peuple élu de Dieu, à l'image des Juifs travailleurs, un jour, le Cameroun devrait se tourner et devenir comme lui. Je pense que dans une déclaration, il y a l'intention. Et il y a de côté l'interprétation. Je vous dis la main sur le cœur, ce n'était pas l'intention du ministre Momo, que je connais très bien, qui est un très grand humaniste, et qui, il faut aussi le rappeler, a un très grand respect pour le peuple juif. D'ailleurs, j'en profite pour cette occasion que vous me donnez à Equinox ce soir, parce que Momo est adhérent à mon association, le Mouvement National des Biaïstes. Il y est depuis bientôt 6 mois. Au nom de ce mouvement, s'il a heurté le peuple juif et la mission diplomatique, je voudrais solennellement m'incliner pour cet ami, cet homme que je connais très bien, en toute solidarité. Moi, je ne vais pas mettre de solidarité de Momo. Il s'est toujours battu pour le chef de l'État. Et pour que nous soyons encore plus forts à la majorité présidentielle, je voudrais demander pardon. Pardon s'il y a eu de mauvaises interprétations. Mais ici, je peux m'engager et reconnaître que ce n'était pas l'intention du ministre Jean de Dieu Momo, que je connais très bien, et qui a beaucoup de respect pour le peuple juif. Ok, Fatou Njoujou, c'est votre avis?
Jean de Dieu Momo voulait véritablement, est-ce qu'il voulait nuire et à la fois au peuple juif et à la communauté à laquelle il appartient? En fait, moi, je ne veux pas être comptable des incohérences d'un individu qui a décidé de passer de l'étape de ses convictions à une autre étape que je ne saurais donner une définition. Vous ne pouvez pas me demander d'interpréter ce qu'il avait comme intention. Oui, parce que là, il est vos hégémonies de plusieurs. Justement, parce que le même Jean de Dieu Momo que nous avons connu dans l'affaire Essama n'est pas le même que nous connaissons aujourd'hui. Et là, je ne peux pas vous dire quelle intention lui il avait. Si peut-être c'était jadis, dans les années 2012 et 2013, je pourrais dire exactement. Donc, je ne suis pas comptable de ces incohérences. Bon, maintenant, revenant sur la désolidarisation du gouvernement face à ces propos, cela me pose un véritable problème parce qu'il me semble quand même que la manipulation de l'opinion est devenue aujourd'hui au Cameroun le levier des combats politiques. À la veille de cette émission passée sur les antennes de la télévision nationale, sur la page Twitter de la télévision nationale, on annonçait que le ministre délégué à la justice, garde des Sceaux, son excellence, si on aimait rappeler ainsi, Jean de Dieu Momo serait l'invité d'actualité et tout sur les antennes de la radio, de la télévision nationale. Et après le drame, on commence à dire non, ce n'était pas monsieur le ministre, c'était le président d'un parti politique. Alors, je suis d'accord que le gouvernement ne soit pas également responsable des propos de ce président de parti politique tenu à l'encontre du peuple juif, mais j'aimerais quand même rappeler quelque chose parce que c'est désolidariser des propos de Jean de Dieu Momo, c'est quelque chose d'intéressant, mais sauf qu'en face, il y a un autre cas que nous avons pas toujours réglé, c'est qu'il me semble que parmi les accusations que porte aujourd'hui monsieur Kamto, le président du MRC, il y a également le fait qu'un groupe de brigands, si on veut, on les appelle comme ça, et aller détruire l'ambassade du Cameroun à Paris, ce groupe appartenant à ce qu'on peut appeler la brigade anti-Sadjina, et que sur les plateaux des médias, les gens ont quand même pris la peine de demander à monsieur Kamto de se désolidariser du groupe comme s'il s'était déjà solidarisé bien avant. Alors si Excellence, monsieur le ministre délégué auprès du ministère de la Justice peut aller sur les antennes de la télévision nationale tenir des propos et que le lendemain matin, le gouvernement se désolidarise. Pourquoi voudrait-il donc que monsieur Kamto soit comptable des actes de la brigade anti-Sadjina lorsque nous savons qu'il n'y a aucun contrat qui lie les deux et que dans le cas Momo, il est directement ministre du gouvernement et c'est comme ça que l'émission avait été annoncé sur la page Twitter de la CIATV. Moi, je pense que nous ne pouvons pas nous réjouir d'un incident diplomatique entre le Cameroun et l'État d'Israël parce que les relations qui nous lient sont quand même des relations sécuritaires, donc des relations pleines d'enjeux. Mais quand même, si le gouvernement de Yaoundé doit continuer de fonctionner avec des personnes qui peuvent avoir autant de dérapages sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur le plan des convictions, jusque sur le plan communicationnel, cela pose donc un problème parce que ce qui se dit aujourd'hui, c'est qu'un ministre quand même du gouvernement du Cameroun a tenu des propos antisémites. Et pour retourner à ce qui est de sa propre communauté, puisque vous m'avez demandé, moi il y a quelque chose que j'ai constaté en Europe, Serge Alain, c'est que certains Noirs en Occident, face à ce qu'ils pouvaient estimer comme la répression du peuple occidental sur le peuple noir, donc face à ce qu'on appelle le racisme, étaient parfois très outragés et incapables de s'affirmer ou du moins d'affirmer une identité africaine et préféraient à un moment donné tenter de s'assimiler avec le peuple occidental et se tenaient peut-être du côté de ce peuple occidental là pour dire bon voilà, les blancs nous détestent par-ci parce que, et là les blancs essayaient de les aimer. Donc quand j'ai écouté les propos du ministre dit que non, il n'y a pas un tribalisme contre le peuple bamileke, ce qui est justement vrai, mais sauf que dans ses déclarations, il se pose même comme celui-là qui pense qu'il y a un tribalisme anti-bamileke. Ça dit que moi, je ne comprends pas quand même comment
des personnalités peuvent être aussi incohérents. Et la chaîne de télévision nationale, c'est quand même un espace où les gens devraient passer pour dire des choses importantes. Parce que l'émission n'est pas enregistrée en direct, c'est une émission enregistrée et diffusée après. Ça veut dire que s'il y avait des propos outragés lors de l'émission, moi, je suis réalisateur de formation, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, et j'ai travaillé dans beaucoup de chaînes de télévision dans ce pays comme réalisateur. Donc, quand même, une émission qui est enregistrée en avant, le directeur de programme prend quand même la peine de regarder le programme du début jusqu'à la fin et de se rassurer que le contenu respecte la ligne éditoriale de la dite télévision. Mais si un contenu enregistré en avance se retrouve en Mondovision avec des déclarations aussi débiles, il y a lieu de se poser des questions, de savoir qui étaient les complices de cette sortie médiatique-là et quelle était la visée de ces déclarations-là. Parce qu'on ne peut pas seulement rester sur le plan superficiel. Peut-être aujourd'hui, on en parle parce que l'État juif a réagi, mais au-delà des propos antisémites, il y avait un appel à génocide en dessous que les gens ne veulent pas dire aujourd'hui et qu'on veut, quiconque veut contredire, regarde encore l'émission du début jusqu'à la fin. Parce que pour ce qui est de l'État juif, moi je ne suis pas juif, et puis les juifs n'ont qu'à régler peut-être leur problème avec monsieur les ministres, mais dit quand même que les juifs étaient arrogants, orgueilleux parce qu'ils avaient beaucoup d'argent, et qu'ils tenaient, un jour les avaient écrasés. Ça voudrait dire, parce que c'était par rapport au peuple bamiléké, que les bamilékés sont peut-être arrogants, orgueilleux, et les Hitler donc, qui viendra les écraser, c'est qui? Ça, c'est la question fondamentale qu'il faut se poser. Moi, je pense que nous sommes assez divisés comme ça. On est assez divisés comme ça dans ce pays. Ceux qui attisent le tribalisme pour faire perdurer un système sont les mêmes qui vont payer demain. Et j'ai souvent l'habitude de dire aux gens quand même que pour avoir observé de près ce qui s'est passé au Rwanda, pour avoir observé la Centrafrique et pour avoir passé une bonne partie de ma vie au Congo, lorsque le moment arrive, personne n'est épargné. Okay. Que ce soit ceux qui voulaient, que ce soit ceux qui ne voulaient pas. Totine Jojo, je rappelle que vous êtes convalescent, il ne faut pas... Il faut se calmer un peu. Hein. Moi, je dois me calmer, mais quand j'observe mon pays, avec autant d'amour, autant d'énergie que je donne sur le plan entrepreneurial pour le bâtir, mais je me rends compte peut-être que les gens ne sont pas assis là où ils devraient être. Ok. Dites-moi, professeur, qu'est-ce qui fait véritablement jaser dans cette affaire Jean de Dieu Momo? C'est le fait qu'il ait attaqué, entre guillemets, sa communauté, ou bien le fait qu'il ait parlé, comme dit le communiqué de l'ambassade juive à Yaoundé, parlé avec légèreté de la Shoah? Oui, ils ont dit légèreté, mais effectivement, comme il a évoqué... Poutine a dit, lui, il n'est pas juif. Mais comme on a notre problème... Oui, mais il est un peu démagogue, quand vous l'écoutez. Comment ça? Vous avez vu qu'on parle de Momo, il met en avant des propos à l'effet de dire, moi, je ne suis pas juif, alors je suis bamiléké. Alors, comme lui, il est bamiléké, on peut tuer les juifs, on peut assassiner les autres, c'est pas son problème. C'est ce que vous dites. Et je trouve ça aussi très grave. Je pense qu'il y a une solidarité et une dimension humaine, solidaire, qui doit s'opérer entre nous. Il faut dire non à ceux qui sont contre les Bamilékés, les Juifs, les Étones, les Ewodo et autres. Alors, si vous vous posez le problème, en ces termes, moi je me sens incompétent. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le Cameroun ne s'est pas fait seulement avec un seul groupe ethnique. Ça, c'est une remarque par rapport à ses propos, et sa sortie n'a pas été belle. Ça, il faut le dire. Il faut un peu faire attention. On n'est pas là ici pour faire l'apologie de l'ethnie. On n'est pas là pour faire l'ethnicisme. Il faut... Moi, je peux faire la communauté. La communauté. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit, M. Fauté. Et n'oubliez pas que celui qui a initié, d'ailleurs, cette tension très forte, qui nous a divisés, ou du moins qui a donné l'impression que désormais il y avait un problème bamliqué, c'est le ministre Kamto. Souvenez-vous, devant le Conseil constitutionnel, il arrive, il dit, je suis Bamileke, je m'appelle Kamto, je suis né à Bafoussam. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était un non-sens. Moi, je crois que le Cameroun s'est construit avec des très grands Bamileke dans ce pays, des très grands Ewondo, Ito, etc. Et vous allez voir le brassage des communautés aujourd'hui. La force du Cameroun, oui, moi, je n'ai pas honte de le dire. Économiquement, ce sont les Bamileke. Partout où je vais dans le monde, je suis fier d'avoir à côté de moi un Bamileke. Parce que quoi que l'on dise dans ce pays, les Bamileke ont œuvré, comme toutes les autres ethnies,
hein, sur le plan de la littérature, sur le plan de l'analyse politique, même sur le plan du travail. Je vois ici aussi mes oncles et tout. Ils ont ils ont eu à faire leurs preuves. Ce qui compte, c'est la communauté. Je crois que le problème et la dérive que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, malheureusement, est une mauvaise blague politique. Et je vais chuter là-dessus. Pour vous dire qu'aujourd'hui, pour répondre à votre question, j'ai bien saisi votre question, qu'est-ce qui fait problème? En fait, cette affaire est politique. Momo connaît très bien l'opposition. Bon, il s'avère qu'aujourd'hui, celui qui a été porté très haut lors de la dernière élection présidentielle, malheureusement, il s'est avéré que c'est M. Kamto, qui est les Bamileke, et que les Bamileke ont majoritairement voté pour lui. Alors, Jean de Dieu Momo vient vous dire, non, arrêtez. Ce n'était pas votre tour, comme vous l'avez dit. Je cite Momo. Je cite Momo. Et ils vous avons démontré effectivement que les Bamileke, il a encore répété récemment, moi j'ai appris beaucoup de choses, c'est 15% de la population, et que même si effectivement vous portez notre économie, c'est comme Sanga Nyamdi le reconnaît, eh bien, ne donnez pas l'impression qu'il ne vous reste plus qu'une chose, à prendre le pouvoir politique. Fin des citations. Et je pense que ce message n'a pas plu. Or, si vous faites la sociologie électorale, qu'est-ce qui arrive à Momo? Il est victime d'un lynchage et d'un règlement de compte. Effectivement, c'est l'occasion qui fait le larron. Je vous ai parlé de ma très grande sensibilité. Vous avez vu ça avec du vague à l'âme, que je parle de ce peuple juif que je connais très bien et qui a beaucoup souffert et qui, sur le jeu international, vous avez à côté ceux qui pensent qu'on doit effacer Israël de la carte du monde. Non, c'est insupportable. Personne ne peut supporter cela. Et c'est un peuple avant-gardiste qui est maintenant sur ses gardes. Et on doit, quand on parle du droit, on parle des actes et des uns et des autres. Ce qu'il faut toujours mesurer, c'est l'intention. Mais vraiment, monsieur Fauti, vous avez des meilleurs yeux que moi. Regardons-nous dans les yeux. Vous avez esquivé la question. Est-ce que vraiment, vous êtes convaincu qu'il avait pour intention de vilipender le peuple juif? Franchement, entre vous et moi. Laissez le fait que Momo vous ait lâché et qu'il soit aujourd'hui avec le président Paul Biya et qu'il dise que les problèmes... Vraiment, je peux répondre un tout petit peu. Oui, je vous en prie, ça ne me dérange pas. J'ai dit au début... Sincèrement. Je ne veux pas faire un procès d'intention. Si vous êtes un homme politique, faites un procès d'intention. Allons-y dans l'intention. Je ne veux pas faire un procès d'intention. Alors vous voyez, c'est de la démagogie. Ce que le ministre Momo... Ce n'était pas son intention. Je vous ai dit parce que là, vous me collez 2-3 intentions déjà. Disant je suis démagogue parce que je dis que je ne suis pas juif. Je répète encore que je ne suis pas juif parce que les Camerounais sont beaucoup connus pour... Tout le monde est juif. Tout le monde est juif. Vous savez pourquoi? Excusez-moi de vous couper. Vous savez pourquoi j'ai dit? Lorsqu'il y a eu les bombardements de Charlie Hebdo, parce qu'un peuple a souffert, parce qu'il a été écrasé, il a souffert des pogroms, des chambres à gaz, et parce qu'on ne veut plus que cela se produise nulle part dans le monde, alors nous sommes tous les juifs. Vous voyez la métaphore? Lorsqu'on vous dit, nous sommes tous les Charlie Hebdo, c'est une métaphore pour dire que plus jamais cela. Et lorsqu'il y a eu la catastrophe des États, ou peut-être le napalm versé sur les Bamileke et les Bassins en 1950. On a dit, vous voyez, donc ce que je suis en train de vouloir vous rappeler, vous dites que je dis je suis Bamileke et vous dites non, il faut parler de la communauté. Moi je m'offusque souvent lorsque les intellectuels tentent toujours de vouloir esquiver un problème parce qu'ils trouvent que c'est trop sensible. Moi je ne trouve aucun mal lorsque quelqu'un affirme une identité et les gens ont des micro-identités. Nous avons l'univers. Dans l'univers je suis africain. Et en Afrique, je suis noir, donc je me reconnais dans une autre identité en tant que noir, une autre en tant que Camerounais, une autre en tant que Bamileke, une autre en tant que Bamenjou, une autre en tant que Balatit, une autre en tant que fils de Mbatangangou, une autre en tant... Mais vous ne pouvez pas m'empêcher d'être ça. Le véritable problème, c'est l'instrumentalisation de ces différences ethniques-là pour atteindre les objectifs politiques. Et ce que le ministre Momo a essayé de faire sur le plateau, lui, il a cité la Shoah, justement parce qu'il était en train de vouloir... Non. Il était dans une approche métaphorique. Vous savez ce que c'est qu'une métaphore? Oui, je sais. C'est un miroir. Oui. Et je pense que la langue française étant très difficile, effectivement, quand j'ai entendu ça, l'arrogance du peuple juif, j'ai sursauté, mais en même temps, il voulait plutôt dire que faites attention, c'est pas parce que vous êtes plus riche. Il parlait des Bamileke. Il parlait donc de sa tribu, donc de votre tribu. Je ne mâche pas mes mots. Et il voulait dire, faites attention. C'est pas parce que vous avez l'impression que vous êtes plus nombreux, vous êtes plus riche,
que vous allez écraser les autres. D'accord. Je pense que c'était son intention. Je reviens maintenant. Mais dire que l'intention portée à lui, aujourd'hui imputée, relevait tout simplement de la Shoah et de la banalisation de ce que est arrivé au peuple juif, à qui je réitère mes excuses de la part de ce membre du mouvement national des Biaïs. Vraiment, je m'incline. D'accord. Je continue à dire que ça n'était pas son intention. Je reviens à Saint-Jalon parce qu'il faudrait qu'on éclaircisse l'opinion. Il faut éclairer l'opinion. Sur les actes que les gens... Et c'est parce qu'il me semble que dans cette République, l'indignation est toujours sélective. Et depuis un certain temps, quand le ministre Momo se permet de dire, vous prétendez être riche, vous prétendez être nombreux, mais je veux savoir... Il parlait de qui? Mais il parlait de Bamileke. Maintenant, je veux savoir quel est le mouvement Bamileke qui a sorti un communiqué de façon officielle et a dit, nous sommes plus nombreux, nous sommes plus riches, nous sommes puissants. Très bien. Allons-y tout de suite. Pour qu'un ministre de la République se permet de donner une réplique, ça dit que nous sommes dans un état où les rumeurs, les indignations sur les réseaux sociaux, les calomnies, les prétentions peuvent faire l'objet désormais d'une sortie médiatique d'un ministre de la République. Et quand les conséquences vont s'en suivre, on veut dire non, il n'avait pas l'intention. Mais les premières conséquences, c'est que là, c'est le peuple juif qu'il faut déjà demander les excuses. C'est le peuple camerounais qu'on attend. C'est le peuple même d'abord. Je dis que le peuple camerounais attend jusque-là ses excuses. Parce que ce n'est pas seulement le peuple bamileke que monsieur le ministre a tenté peut-être d'insulter. C'est tout le peuple camerounais. Parce que dire que les Juifs faisaient comme ci, comme ça, et Hitler est apparu un matin, il a voulu les ranger. Mais je veux savoir jusqu'à présent, quel est le Hitler du Cameroun qui doit ranger les Bamileke? Pour moi, c'est ça la question. Oui, allez-y donc. Bien. Vous avez une réponse? Oui, j'ai une réponse. Oui, je suis un analyste politique et un homme politique qui est un témoin de l'histoire de ce pays. Et je pense que Hitler, c'est une horreur. Vraiment, c'est insupportable de parler de cet homme. Nous sommes unanimes là-dessus. Et je vous le concède. Mais concernant le peuple juif, non. Je pense que on doit continuer à se battre pour la liberté affirmée de ce grand peuple qui, partout dans le monde, a un peu trop souffert. Ramenez à votre question. Alors, je vais répondre à votre question. Vous avez dit, où est-ce que M. Momo prend le repère? Mais vous avez la mémoire courte. Alors, mais vraiment bien courte. Lorsqu'il y a eu les élections pluralistes au Cameroun, rappelez-vous, avant, on a connu des villes mortes. Et il y a eu une littérature de chiffon. Alors, je vous donne quelques références. Et là, je cite encore Momo. Je ne suis pas ici quelqu'un qui vient vous défendre, mais je vous dis que Momo calme une espèce d'ardeur qui commençait à gêner. Rappelez-vous, en 90, le monsieur Sinjun Pokam a écrit un ouvrage intitulé « La problématique de l'unité nationale au Cameroun ». Vous l'avez lu? Non. Allez lire cet ouvrage. Je peux vous l'interpréter en 2 secondes. Pour Sinjun Pokam, quand on arrivait aux élections démocratiques, le problème camerounais était celui de la marginalisation des Bamileke à qui on devait donner le pouvoir politique. Allez lire la problématique de l'unité nationale au Cameroun, où il développe quelque chose quand même gênante. Il dit partout, et dans les quartiers comme Bastos, ou les villes comme Konsamba, Bonapriso, Bonanjo, où les Bamileke se sont imposés, ces villes se sont développées. Et il dit qu'ils ne comprennent pas pourquoi, à un moment donné, les Bamileke ne doivent pas prendre le pouvoir. Je vous cite encore Ibé Kamga, Victor Kamga. Allez le lire. Allez lire l'ouvrage qu'il a écrit dans les années 90, intitulé « Le dynamisme Bamileke ». Mais alors vous croyez que c'est supportable? Bon, nous sommes des hommes politiques, hein? On transgresse cela. Mais je voudrais quand même vous dire que il y a eu une littérature, c'est une minorité, marginale soit-elle, mais elle a influencé le comportement de certains acteurs. Lorsque nous, en sciences politiques, nous enseignons l'histoire des idées politiques, nous disons à nos étudiants, il y a 3 périodes de la science politique. L'Antiquité gréco-romaine, Platon, Aristote, l'époque médiévale, dite des Lumières, la Renaissance, avec des philosophes comme Montesquieu, Hobbes, qui ont influencé le peuple. Et la 3e étape, ça a été la Révolution. N'oubliez pas que les idées portées à un moment donné
par les uns et les autres, où on constitue une espèce de sarcasme mental à l'effet de dire aux gens, vous devez maintenant avoir le pouvoir, vous êtes marginalisés, Et puis à l'époque aussi, n'oubliez pas la doctrine de Monseigneur Dormo. Momo est en train de vous dire que nous sommes dans une communauté nationale de près de 300 langues. Eh bien moi je ne suis pas compétent pour faire ce débat, puisque en tout état de cause, je suis de ceux qui pensent que lorsque l'Afrique a rompu avec Israël, parce qu'il faut quand même rendre ce débat dynamique, le Cameroun, le pays des gens de Dieu Momo, a été l'un des premiers à reconnaître Israël en 1986, souvenez-vous, avec mon maître politique Paul Biya. On a signé les relations avec Israël, et on a vu l'arrivée de Shimon Peres ici, et il y a un dynamisme. Vous comprenez? Donc je crois que les ministres israéliens sont arrivés au Cameroun. Je crois que c'est un dynamisme où les ennemis de Momo, dans mon parti, parce que je suis de ceux qui pensent que certains ne sont pas contents, qui n'est pas venu me dire, mais Sanganyam Ding, ton ami Momo, hein, celui avec qui tu étais, tu as vu les ministres, tu n'es pas ministre, est-ce que c'est normal? Je leur ai dit c'est normal. Momo est entre le marteau et l'enclume, M. Fauting. Vous êtes le marteau. Certains gens dans mon parti au RDPC sont l'enclume. Vous voulez l'assommer. Parce qu'à un moment donné, le président a porté son choix sur lui. Et aujourd'hui, vous voulez faire porter à Momo un chapeau qui n'est pas de son intention. D'accord, ok. Vous avez longtemps parlé. Moi, ça me plaît premièrement. Je veux qu'on sorte de ce problème de communauté. Oui, rapidement. Le peuple juif est un peuple qui a beaucoup souffert et nous devons nous solidariser. Oui. J'aimerais quand même rappeler à mon cher professeur que s'il y a un peuple sur cette terre qui a souffert, c'est le peuple noir. D'abord, à partir... Pas plus que le peuple juif. Allons-y, quand vous parlez, je vous laisse tout. Pardonnez-moi, pardonnez-moi, allez-y, je vous en prie. Moi, voilà un peuple, je parle du peuple africain, qui a connu de l'esclavage, la civilisation, qui a perdu ses langues, perdu ses religions, perdu sa sociologie, perdu ses structures, perdu ses traditions. Et on parle de la souffrance du peuple juif. Les Juifs ont souffert, les Africains ont souffert, les Vénézuéliens souffrent, chaque peuple souffre dans le monde. C'est pour ça que j'ai dit, je suis africain et je préfère encore m'atteler là. Maintenant, revenant sur le fait que c'est le professeur Maurice Kamto qui est le premier à avoir voulu faire croire aux gens qu'il y avait une suprématie bamileke, ou du moins les livres que le professeur essaie de citer pour justifier la sortie de Momo. J'aimerais tout simplement dire que les livres ne sont que des pensées. Moi, je peux aller vous tirer des milliers d'articles que les gens ont écrits et contre d'autres peuples. Vous pensez que les anglophones ne sont pas les tout premiers à avoir demandé la sécession au Cameroun? On a vu en 93 d'autres personnes qui voulaient demander la sécession. Ça voudrait tout simplement dire, ça voudrait dire les opinions perverties, les pensées démesurées, déréglées ne peuvent pas faire l'objet d'une sortie médiatique d'un ministre de la République parce qu'il incarne une institution. Pour moi, c'est établi. Alors, le ministre Momo ne peut pas justifier sa sortie. Pas des livres écrits, pas des propos tenus ci et là. Non, ce sont des opinions. On ne peut pas empêcher quelqu'un de penser qu'il est supérieur ou inférieur. Le plus important ici, et c'est ce que j'essaie de m'atteler et que l'opinion doit comprendre, c'est qu'il y a l'instrumentalisation des groupes ethniques dans ce pays. Et c'est l'État qui le fait. Il faudrait qu'on se le dise. C'est quand même très dangereux d'utiliser la télévision nationale pour diviser les communautés. Parler de Bamileke, ça ne pose aucun problème d'être Bamileke, d'être Béti, d'être Bassa. Non, chacun peut affirmer une conscience tribale. Nous ne pouvons pas faire des cours d'anthropologie sur un plateau de télévision. Oui. Vous êtes peut-être Ondo ou Béti ou Boulou, mais ça ne pose aucun problème. Lorsqu'il y a un accident de route, ça ne connaît ni Bamileke, ni Bassa, ni Béti. On est d'accord là-dessus. Lorsque le robinet ne coule pas à la maison, lorsqu'il y a coupure d'électricité, malgré les tonnes de barrages qu'on nous livre tous les jours, ça ne connaît pas les communautés. Donc le problème est ailleurs. C'est pour ça que je demande que le ministre Momo doit demander les excuses au peuple camerounais. Mais je l'ai fait, je viens de le faire. Mais vous n'êtes pas le ministre Momo. C'est mon ami. Non, mais c'est pas vous qui avez tenu des propos. Déjà que vous voulez interpréter l'intention des propos. Le Camerounais aussi. Il est soumis. Et moi j'ai été même très surpris de voir la rapidité de la réaction. Lorsque je sais que, ici au Cameroun, la réaction gouvernementale est la plus lente de la planète, mais pour
Pour un temps, soit peu que le peuple d'Israël a levé la main, la réaction est sortie en quelques le lendemain. Qu'est-ce qu'on attend alors pour demander pardon au peuple camerounais? Pourquoi tu vas demander pardon au peuple camerounais? C'est lui qui a demandé pardon au peuple juif. Qu'est-ce qu'il a fait contre le peuple camerounais? Mais qu'est-ce que le ministre Momo a fait contre le peuple juif? Ben, il a dit que les juifs avaient été victimes de... En comparaison de Bamileke? Et alors, s'il a dit, pourquoi vous ne demandez pas dans le passé à ceux qui ont pensé aussi, qui ont écrit ces ouvrages, qui devraient demander... Je parle ici d'un ministre de la République et d'un écrivain, mais vous voulez comparer? Moi, je suis écrivain. Moi, j'écris des ouvrages. Donc, pour avoir mis dans mon livre que le peuple bétier est un peuple supérieur, le ministre de la République va organiser une conférence de presse et expliquer aux gens que moi, je mens. Mais il faudrait qu'on arrête de vouloir zombifier le peuple. Il faudrait qu'on ait quelle opinion? Ceux qui utilisent les ennemis pour... Monsieur Fotting, oui. Voyez, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Alors, vous comprenez que le ministre Kamto, vous voyez, je suis très courtois, je parle du ministre Kamto, qui, devant le Conseil constitutionnel, a commencé par dire « Je m'appelle Kamto, je suis Bamileke, je suis né à Bafoussam ». Vous cautionnez cela? C'est normal, très normal. Bon, alors non, je vous ai compris, je crois que mais c'est normal. Vous êtes aujourd'hui mal placé. C'est normal. Vous êtes donc, et c'est bien parce que vous venez d'apporter la preuve aux téléspectateurs que vous êtes un partisan irréductible. Et pour ce qui me concerne en tout cas, il y a l'affaire Momo et à côté, il y a l'affaire Kamto. Je crois qu'un jour, que les Camerounais aient le courage de se regarder en face. Moi, je vais vous dire, celui qui a entraîné tout cet embrasement, pour moi, c'est le ministre Kamto. Non. Je vais vous dire pourquoi. Je peux vous citer. Permettez-moi Je peux vous citer des immenses enseignants de ce pays qui ont... On n'est pas dans le champ. Il y a certains théoriciens de l'ethnofascisme. Mais qui est le théoricien de l'ethnofascisme? Oh, ben je vois. Vous revenez sur les affaires de la Cour constitutionnelle des mois avant, alors que la théorie de l'ethnofascisme... Ce que moi je veux dire, parce que vous voulez empêcher à Kamto de il y a eu un débat. Si vous refusez que vous êtes bêtier parce que vous êtes face à un Bamileke de peur que je vous traite des bêtiers... Moi, je suis un savoir. Voilà, sachez que moi, je vous reconnais comme ça. Et vous êtes mon frère camerounais, vous êtes savoir. Non, ne jouez pas à ce jeu. Vous voyez, vous m'avez obligé... Permettez-moi, permettez. C'est l'heure du journal. Oui, on va terminer, on va continuer. On va continuer, cher monsieur. Merci. Bonsoir, c'est Noufélé. Bonsoir, c'est Noufélé. Je vous en prie. Fotting. On revient après le journal. C'est Noufélé, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir à vos invités. Voilà, on va calmer un peu le jeu. C'est Noufélé au menu ce soir. Nous allons prolonger ce débat concernant les propos controversés du ministre Jean de Dieu Momo. Vous suivrez dans ce journal à la fois la réaction de la classe politique de l'opposition, mais aussi celle du gouvernement qui se dissocie des propos du ministre Jean de Dieu Momo, estimant qu'il a tenu ses propos inacceptables selon le gouvernement en tant que responsable politique. Pour autant, l'opposition exige des sanctions à l'encontre de ce membre du gouvernement et des mesures urgentes pour stopper cette stigmatisation tribale au Cameroun. Vous le savez, nous sommes à une semaine de la fête de la jeunesse. Quelles sont les réalités auxquelles sont confrontés des jeunes Camerounais au quotidien? Nous irons dans le journal de 20 h à la rencontre des jeunes vendeurs à la sauvette et des jeunes ouvriers agricoles. Et vous verrez combien de fois le quotidien est très difficile, conditions de vie et de travail intenables, leur rêve d'épanouissement social brisé au Cameroun malgré les promesses du chef de l'État. Et nous parlerons de la présidentielle au Nigeria, ce pays voisin, l'une des plus importantes économies de l'Afrique, qui se prépare à élire un nouveau président. Comment se déroule la campagne électorale avec Muhammadu Buhari et ses principaux challengers? Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Voilà, développement de tous ces titres, c'est dans votre journal Cédric Noufélé, le journal que va présenter pour vous une fois de plus Cédric Noufélé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir. Deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de mes deux invités. Madame, monsieur, tout de suite, la pause journal. De la présidentielle le 16 février prochain, les Nigérians voteront le même jour les députés à l'Assemblée nationale et les sénateurs. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20 h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain.
Arrestation des leaders du MRC. Alain Foguet décide d'arrêter de s'alimenter. Il entame sa 6e nuit de grève de la faim, selon Bibou Nissak, porte-parole du professeur Maurice Kamto, qui relève dans un post publié sur son compte officiel que le trésorier national du MRC est affaibli, amaigri à la suite de cette grève de la faim initiée afin de mettre la pression sur les autorités administratives pour la libération de toutes les personnes interpellées dans le cadre des manifestations organisées par le MRC. Et jusqu'ici, les autorités policières où sont gardés ces responsables du MRC n'ont pas confirmé ni infirmé cette information. Affaire Jean de Dieu Momo, maître Jean de Dieu Momo, l'opposition camerounaise exige des sanctions. Le SDF, à travers la voix de son premier vice-président, le député Joshua aussi, estime qu'il doit démissionner après des propos jugés inacceptables, inexcusables de la part d'un ministre irresponsable, selon les mots de Joshua aussi, qui dénonce ces propos antisémites graves prononcés par un membre du gouvernement et qui a déclenché un incident diplomatique entre l'État d'Israël et le Cameroun. Vous avez également suivi le gouvernement qui estime que c'est juste un responsable politique et non un membre du gouvernement qui s'est exprimé sur les antennes de la télévision publique. Le gouvernement qui a déjà présenté ses regrets à l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie, dans le débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite Equinox Soir, toujours avec nos invités. La suite Equinox Soir, c'est la deuxième partie, celle qui est réservée au débrief, toujours en compagnie de professeur Pascal Charlemagne Messanganyamding et Fotine Josou. Il y a aussi, ils nous ont rejoints sur ce plateau. Il y a Jordani Ngepi Kemfak, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable du mouvement Vote Utile, mais allié au mouvement La Renaissance du Cameroun. Nous avons rejoint le mouvement du parti politique MRC lors de la dernière élection présidentielle. Oui. Car nous sommes ceux-là qui avons demandé qu'il y ait une coalition des candidats et non une coalition des partis politiques. Donc, lorsque Maître Akerimuna, candidat à l'élection présidentielle, a rejoint le professeur Maurice Kamto Oui. pour la dernière élection, même comme c'était tard, c'était avant 2 jours, on a estimé que nous devons honorer notre parole, c'est-à-dire rejoindre le MRC pour former cette grande coalition-là qui bien sûr a porté ses fruits. Vous avez un MRC déguisé alors? Non, pas du tout. Nous avons rejoint. C'est de la comédie. Nous avons rejoint une coalition. Oh, nous avons rejoint une coalition. Bon, d'accord. Contre qui? Merci. Allez, attendez, Merci. vote-t-il contre qui? Voilà, Contre Jonathan. merci. Arrêtez de jouer. Jonathan Batingene, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs qui suivent régulièrement Equinox Soir. Voilà, Jonathan Bakedeng, dites-moi, on annonce Bibou Nissak, Olivier Bibou Nissak, le porte-parole de Maurice Kamto, nous fait comprendre que Alain Foguet, trésorier du MRC, a décidé d'arrêter de s'alimenter. C'est une stratégie payante, ça peut faire bouger les choses. Bon, je ne vais pas commenter la stratégie en elle-même. Je vais comprendre. Bon, parlons de la grève de la faim. Vous avez peut-être peur. Est-ce que ça a souvent payé, cette méthode? La grève de la faim dans notre contexte, ça n'a pas encore eu de fruits. Ça n'a pas encore porté de fruits. Mais je préfère ne pas commenter sur cette action du MRC. Pourquoi? Pour des raisons de respect de leur position politique et pour les raisons de respect des positions de l'opposition. Eh bien, nous sommes ici dans les tours des démagogues. Oui, de notre côté. Oui, merci. Permettez-moi, parce que vous savez, je suis comme ça. Vous avez en face quelqu'un qui a un mouvement appelé Vote Utile, mais c'est Vote Utile pour le MRC. Et puis vous avez en face un expert, je crois, qui nous dit, bon, lui ne prend pas position parce qu'il respecte la position. Non, mais je pense que c'est ça les problèmes du Cameroun. Quand moi je vous entends, je voudrais tout simplement vous dire que il y a une banalisation
Alors, une banalisation de l'idéologie, une banalisation du militantisme, qu'il soit politique ou syndical, parce que je voudrais quand même vous dire que le système politique partout dans le monde compte deux types d'organisations. On a des organisations politiques partisanes, des partis politiques, on a besoin de vous. Et on a des organisations politiques non partisanes, les associations, les syndicats, la société civile. Alors vous comprenez que si aujourd'hui, nous sommes d'accord sur le diagnostic, le Cameroun a des problèmes, oui. Le Cameroun est divisé, oui. Mais qu'est-ce qui fait problème? Moi, je continue à dire que malheureusement, ce qui rassemblait les Camerounais, notamment les partis politiques, à l'image de l'UPC, à l'image de l'UNC, très récemment encore le RDPC, c'était les partis politiques ou les syndicats. Malheureusement, on arrive aujourd'hui sur les plateaux, on vous dit bon, on n'a pas de position. Okay. Et je ne sais pas comment vous voulez que ce pays soit porté vers l'émergence, vers le développement, si vous continuez à être tous neutres comme ça, pour ne pas dire démagogues. Sur cette stratégie de Alain Foguet. C'est vraiment, pour le professeur Alain Foguet, voilà, il a choisi une voie, il a décidé d'entamer une grève de la faim, parce qu'il estime que, je pense à mon humble avis, qu'il estime que ces droits fondamentaux n'ont pas été respectés par le camp d'en face. Les droits fondamentaux. Oui, d'accord, désolé, ils n'ont pas été respectés par le camp d'en face, donc il a estimé qu'il devait entrer en grève de la faim, qui est c'est quelque chose de très fort, oui, ouais. C'est moins de pression, très forte. Bon, maintenant, quant au professeur qui se trouve à côté de moi, c'est que je pense que si nous avons dit que voter aurait été de voter RDPC, il aura acclamé, mais malheureusement, il faudrait qu'ils comprennent que nous sommes libres de choisir vers qui nous pouvons aller, et nous avons estimé que face au plan de société que le MRC a proposé et par rapport à notre idéologie qui était que nous voulions une coalition des candidats d'opposition, alors nous avons estimé que nous devons honorer notre parole et rejoindre le MRC. Et sur ce côté-là, nous ne pensons pas que le professeur soit en mesure de nous juger, de nous dire que non, ça m'étonne pas, je voulais tout simplement je pense qu'il y a plusieurs organisations de société civile qui sont alliées au RDPC, ça ne pose pas de problème. Pourquoi est-ce que le fait que on dit qu'il y a une organisation de société civile qui est alliée au MRC, vous trouvez cela comme cela vous dérange? Non? Ok. Faut-il toujours sur cette on apprend que le professeur Alain Foguet complètement, il a perdu beaucoup de poids selon Bibou Nissak. Ok, je vais en danger. Rapidement. Il est en danger. À l'entame de l'émission, le professeur a cité un ensemble de partis politiques qui ont permis au RDPC de gagner les élections dans le Grand Nord. Ouais. Et je suis très les alliés politiques. Je suis très surpris qu'ils s'offusquent que d'autres organisations ont décidé à leur tour de choisir le MRC. C'est une question de liberté. Voilà. Quand j'ai fini de dire ceci, revenant sur le professeur Alain Foguet, certes, c'est sa stratégie et moi je pense que s'il estime que cela va porter, tant mieux pour lui. Mais je suis de ceux qui croient à un moment donné que lorsqu'on veut parler à quelqu'un qui est sous, on le tapote beaucoup plus que d'utiliser la communication verbale. Et nous sommes face à un système qui lui-même prouve aux yeux du monde qu'il a perdu son humanisme, parce que s'il faut regarder les drames que traverse notre pays, tels que la catastrophe des écoles, les nombreux accidents de route, des inondations et autres, sans que le système ne s'indigne, ça voudrait dire que ce système s'en fout éperdument de la vie humaine, et il pourrait même arriver que le professeur Alain Foguet crève dans l'une de ces cellules sans que personne ne s'indigne, parce qu'il faut quand même le dire, quand on veut observer une société, on n'a pas besoin de questionner seulement les hommes, mais d'abord les événements. Si un train peut tuer une centaine de personnes sans que le président de la République ne réagisse, c'est que jusqu'aujourd'hui, l'affaire envoyée dans les oubliés, même pas une journée commémorative pour rappeler le drame afin que le peuple... Ça dit que moi, je suis alors de ceux qui pensent que la grève de faim dans notre pays peut peut-être bouger les lignes, mais cela peut ne pas porter de très grands fruits. Et le professeur Alain Foguet lui-même le sait, mais peut-être il veut au moins montrer aux Camerounais qu'il y a d'autres façons de contester. Et je vous rassure que ce système est aussi prêt à l'obliger
à manger, hein, parce qu'on a vu dans des régions anglophones où les gens qui étaient obligés d'aller ouvrir les boutiques, faute de se voir fermer, ça veut dire quand même qu'on peut arriver matin, quand on voit qu'ils crevent, et comme on est incapable d'y apporter une solution, on dit tu vas manger obligé, forcé ici, parce que c'est comme ça que les choses se passent désormais dans ce pays. Ok, on va terminer avec cette affaire Jean de Dieu Momo, où l'opposition exige des sanctions. Et la plus forte, hein, la démission. Qu'est-ce que vous en pensez? Le SDF, c'est le SDF, par la voix de vice-président Joshua Nabangui aussi, et aussi ancien candidat à la présidentielle. Oui, Gaillon. Je voudrais prendre sur mon temps de parole 30 secondes pour émettre un avis sur le cas Foguet. Oui, allez-y. Alain Foguet, c'est un ami. Nous sommes très liés. Vous avez beaucoup d'amis, hein, prof? Oui, mais vraiment, écoutez, ça c'est bien, c'est une bonne chose. Hein, c'est un ami, c'est un collègue. Oui. Nous avons de très bonnes relations. Et soit dans l'opposition ou dans votre parti. Mais vous êtes un bon Camerounais. Nous sommes des Camerounais. Oui. Et je voudrais d'ailleurs, dans ce même élan, vous dire que lorsqu'en déplacement, j'ai appris que Célestin Diamène, qui est un compagnon de 30 ans en France, a été victime d'un tir de balle. Si jamais nous écoute, il peut vous dire, j'ai été le premier à lui dire ceci, Célestin. Si c'est vrai, je ne supporterai pas un régime qui tire sur des gens à balles réelles. On m'a après dit que c'était faux. Donc vous comprenez que, au-delà des étiquettes politiques, ne donnez pas l'impression, M. Fauting, qu'il y a les bons au RDPC, les mauvais les bons dans l'opposition et les mauvais au RDPC. Ramenez sur Alain Foguet, je pense que c'est une situation qui doit nous mobiliser tous. D'abord, c'est un collègue. Oui. Il y a une solidarité de corps. Je ne peux pas, un temps soit peu, accepter qu'un enseignant des universités, parce qu'il est en politique, crève parce qu'effectivement... Du fait de ses idées. Du fait de ses idées. Mais, je dis le grand mais, nous sommes en démocratie. On l'a vu avec les gilets jaunes. Tous ceux qui cassent vont en prison. Soyons fermes. Il n'y a pas d'État fort s'il n'y a pas de fermeté. Si je suis opposé, et je pense que, au-delà des raisons juridiques, et pour des raisons uniquement politiques, je suis pour qu'on libère ces imminents professeurs et hommes politiques. C'est une dimension politique humaniste. Mais il faut bien préciser aux uns et aux autres que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas faute grave, atteinte à la sécurité de l'État, désordre comme on l'a vu à l'intérieur et à l'extérieur, ce n'est acceptable dans aucun État. Ramenez maintenant sur mon mot d'émission. Écoutez, j'ai entendu... C'est le SDF. Hein. Et je termine là. Son vice-président. Je pense que ça ne m'étonne pas. Vous voyez que ceux qui hier ont rudoyé le candidat Paul Biya, et on continue à penser que, d'ailleurs, il n'avait pas de légitimité. Et parfois, certains ont dit qu'il ne fallait pas le reconnaître. Mais je me rends quand même compte qu'il donne des leçons aujourd'hui et des orientations. Non, Joshua aussi a reconnu la victoire de Paul Biya. Il a dit qu'il prenait acte. Voilà. Et alors, ici, il prend position à l'effet de dire que M. Momo doit tirer toutes les leçons. Non. Ce que je pense, je ne le juge pas. Non, mais je crois jugé. Il dit que sa prise, il est mal placé pour prendre position parce que ce que les Camerounais attendent, vous savez ce qu'on attend de Joshua aussi aujourd'hui, qu'il démissionne soit de la FECAFOOT à la présidence ou du Parlement. Je crois que c'est là où on attendait Joshua aussi. Ramener sur l'affaire Momo, vraiment juger. Mais ça c'est un problème. Une fois de plus, le parti doit se prononcer. Il faut repolitiser notre société. Son parti va se prononcer, mais c'est là où on l'attend. On n'attend pas l'avis de Momo sur une position claire du gouvernement de la République que je soutiens et qui a clairement dit que la position du ministre Momo était une position d'un homme politique et d'un allié. Il est clair que ces opposants-là qui ont combattu le président Paul Biya, qui n'ont plus voulu que le président Paul Biya soit là, mais ils ne vont jamais accepter que ces ministres soient en place. C'est pourquoi ils veulent profiter et saisir, vous savez, c'est l'occasion qui fait le larron. Ils veulent bien saisir cette opportunité. Ceux qui n'ont jamais cru à ce gouvernement, à ce renouveau, depuis 92, ce sont les mêmes. Eh bien, pour eux, c'est le moment pour se faire la tête des gens du Momo qui, malheureusement pour eux,
continue à soutenir le président et il est devenu aussi biaïste. Il faut arrêter ça. Je crois que ce n'était pas son intention. On peut passer à autre chose, surtout que j'ai présenté les excuses au nom du mouvement des biaïstes. Et à côté, le gouvernement a pris position alléguant que ça n'engage pas le membre du gouvernement, ça engage l'homme politique. Et je crois que c'est suffisamment clair pour que maintenant, on passe à autre chose. Jonathan Batengene, pour ce qu'il est convenu d'appeler la bourde, Jean de Dieu Momo, vous pensez vous aussi dans votre univers politique, univers 11 millions de citoyens, vous pensez à la démission? Pas à la démission, mais il devrait présenter ses excuses, pas seulement au gouvernement israélien, mais il doit aussi présenter ses excuses envers les siens, parce qu'il a usé un il a usé d'un langage assez violent vis-à-vis de ceux qui constituent sa communauté. Et ce n'est pas nouveau. Mais nous disons aussi, et c'est pourquoi j'ai refusé de commenter la première situation, la montée de la violence dans le langage politique est devenue une chose commode au Cameroun. Et plus on est violent, plus on est apprécié. C'est plutôt une dégénérescence de notre communication politique qui est plutôt à regretter. Et aujourd'hui, nous remarquons que tous ceux qui sortent sur les vagues de violence ont le vent en poupe. Il faudrait que les uns et les autres se remettent en question. Cette montée de la violence est très dangereuse pour notre société. J'entends des risques génocidaires. Ces risques génocidaires sont consubstantiels de la violence langagière qui est utilisée dans les plateaux de télévision, mais également dans certains partis politiques. Et par conséquent, puisque je ne veux pas indexer uniquement un seul parti politique, parce que même l'État a aussi sa part de responsabilité dans sa montée de cette violence, il faudrait que les uns et les autres se remettent en question, qu'ils reviennent à la politique telle qu'elle est pratiquée de manière élégante avec des personnes qui ont un débat d'idées courtois et puis des propositions franches sur des projets de société qui portent et qui visent véritablement un changement. Donc lorsque le ministre Jean de Dieu Momo pensera à présenter ses excuses à l'État d'Israël, la Shoah c'est un drame pour l'humanité, au même titre que nous avons également l'esclavage qui est un drame pour l'humanité. Il faudra aussi qu'il pense à présenter ses excuses auprès des siens, parce que ces derniers se sentent victimes d'une certaine cabale que lui-même a contribué à mettre sur pied contre ces derniers. Et si aussi parmi ceux-là, il y a des gens qui ont soutenu de manière directe ou indirecte la violence langagière contre d'autres communautés, il faudrait que ces derniers tirent aussi des conséquences. La montée de ces extrémistes de part et d'autre dans notre pays, c'est un danger pour l'unité nationale. Voilà, Jordanie, Maître Momo devrait démissionner, qu'en pense le SDF? Vous savez, avant d'aller sur le cas Momo, je tiens à revenir auprès du professeur concernant le cas N'Djamène. C'est que le professeur dit tout à l'heure que N'Djamène est un camarade de 30 ans, plus de 30 ans, mais apparemment c'est pas un ami. Hein. La camaraderie, non, c'est pas un ami parce que si Monsieur N'Djamène était votre ami, cher professeur, je pense que vous serez allé à l'hôpital lui rendre visite. J'ai été à l'hôpital rendre visite à N'Djamène. J'ai été là quand N'Djamène a été, j'ai été, de grâce, s'il vous plaît, j'ai la parole de grâce. J'ai été là quand N'Djamène a été arrêté. J'étais là, vous avez le 18h30, 18h45, c'était 4 commissaires. J'ai été là, j'étais dans sa chambre d'hôpital avec son épouse. Ils sont entrés, ils nous ont demandé de sortir. Monsieur N'Djamène a bel et bien été blessé par balle. Et je dirais de manière intentionnelle, selon ce qu'il m'a rapporté. Et les médecins ont refusé de signer pour qu'il puisse sortir de l'hôpital. Monsieur N'Djamène a été amené à l'hôpital sur une chaise roulante. J'étais témoin de cette scène-là. On l'a pris, on l'a porté, on l'a transporté sur une chaise roulante pour l'embarquer dans un véhicule de la police, devant moi. Donc je ne dis pas des choses que j'ai pas vécues, j'ai vécu cette scène-là. Donc quand les gens viennent aujourd'hui dire que M. N'Djamène n'a pas été blessé par balle, c'est vraiment, c'est écœurant. C'est que aussi au Cameroun aujourd'hui, il n'y a plus de valeur. On ne respecte plus la vie humaine, elle n'est plus respectée. Tout à l'heure, mon journaliste Fautin a parlé des écarts, où il y a eu des morts et qu'on n'a pas vu le président de la République se rendre sur place. Et nous avons parlé le cas Boko Haram, où il y a des centaines de morts au nord Cameroun, nous avions le Nozo, où des Camerounais meurent. Et voilà, on banalise tout. Nous avons des accidents de circulation sur la route de la Yaoundé. Et au lieu qu'on se rend compte que c'est l'état de route qui entraîne ces accidents, on dit non, parce que vous buvez, parce que les gens conduisent mal, voilà, on prend prévention, on met devant, on dit écoute, ça coûte la prévention et qu'on sort. Mais non, on banalise la vie humaine au Cameroun. Il faudrait que
que les Camerounais, surtout les hommes politiques, reviennent à cette valeur-là, qui comprennent que la vie d'un Camerounais vaut cher, qu'elle vaut de l'or. Donc on arrête d'aller sur les plateaux télévisés, qu'une personne a reçu une balle. Moi, Camerounais, quand je paye un bout de pain, à 125 francs, à 100 francs, je paye de manière indirecte mes taxes, mes impôts, ma fiscalité, je la paye. De manière indirecte, je la paye. Et je refuse que cet argent qu'on me prenne et qu'en plus on tire sur des Camerounais au nozo. Je refuse qu'on va en tirer sur un homme politique comme Djamène et que voilà, au lieu qu'on s'excuse, au lieu qu'on prenne acte, qu'on dit bon, qu'on s'excuse, mais qu'on dit écoute, c'est arrivé qu'on cherche à résoudre ce problème, on le banalise. Maintenant, j'arrive sur le cas de Maître Momo. Maître Momo, je dis oui, le ministre Momo, je dis il joue son rôle. Hein. Dans ce pays, on aime récompenser la médiocrité. C'est ça la vérité dans ce pays. C'est-à-dire, M. Momo, il a axé la campagne autour du RDPC, puisqu'il a parlé au G20, en ayant il a parlé du tribalisme, et pour le récompenser, on l'a donné un poste ministériel, ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Et par la suite, M. Momo, je crois qu'il y avait un débat qui s'est passé autour de l'arrestation du professeur Maurice Kamto et Benjamin et consorts. Je crois que M. Momo était en mission commandée de venir créer un buzz, c'est-à-dire créer un incident, afin que les médias, qu'on se détache un peu du cas du MRC et qu'on sort du MRC et qu'on parle de Momo. La preuve, c'est que ce plateau a commenté pendant 2 jours du cas Momo. C'est-à-dire qu'on ne parle plus tellement du problème MRC, du professeur qui est arrivé, selon les dits, c'est-à-dire, on va dire, de manière légale, hein, qu'on ferait pas... On voulait qu'on parle du MRC non, je ne dis pas cela. C'est-à-dire, de manière légale, il est arrivé deuxième, selon les dits de la Cour constitutionnelle. On doit en parler tous les jours. Non, je ne dis pas cela, m'excusez. C'est-à-dire, il est arrivé deuxième, et qu'aujourd'hui, parce qu'il a... Nous avons parlé du MRC. Il a initié... Monsieur, j'arrive. Parce que nous n'allons pas faire un débat. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est pas pour faire un débat sur le mode électoral du président de la République. Mais je pense que on devrait comprendre que Maître Momo ne va pas démissionner. Il sera au contraire récompensé parce que dans ce pays, on ne connaît pas la culture d'émission, on ne connaît pas. Donc, il va garder son poste parce qu'il est nouveau ministre et le vrai gouvernement qui sera mis en place après l'élection législative. Okay. Et il est clair qu'il doit parler de lui afin que dans 10 mois... Oui, merci. 30 secondes pour sortir. 30 secondes, faut-il. 30 secondes. Oui, on arrive au terme. J'aimerais rapidement rappeler au peuple camerounais, surtout à la jeunesse, de se désolidariser de tous ceux-là qui font la promotion du tribalisme dans notre pays, parce que c'était le thème central, de toujours se souvenir que le Cameroun, tel que nous le voyons aujourd'hui, est le fruit d'une lutte acharnée de nos ancêtres. Et lorsqu'ils se constituaient à l'époque dans l'UPC pour mener ce combat, il n'y avait ni Bamileke, ni Betty, ni Bassa, ni Douala. C'était des Camerounais qui avaient besoin de voir leur terre libre. Ils ont payé de leur sang. J'aimerais également leur rappeler, pour justifier mes propos, qu'un accident de circulation ne connaît pas les ethnies, la coupure d'électricité ne connaît pas les ethnies, les fraudes et toute autre forme de corruption ne connaissent pas les ethnies. Et lorsque nos enfants ne peuvent pas être admis à des concours, je dirais, administratifs, on ne demande pas aux gens la carte de leur parti politique. Ouais. Donc ce que je dis pour conclure, c'est que nous avons une nation à bâtir et tous ceux qui essaient d'aujourd'hui d'attiser le tribalisme pour des besoins politiques doivent passer et notre pays va rester. Lorsque nous avons faim au bénétariat, au quartier, que nous n'avons pas 25 francs pour boire une tasse de bouillie, nous sommes condamnés à devenir des frères et sœurs parce que nous appartenons à une seule ethnie, c'est l'ethnie des exploités, l'ethnie des oubliés, l'ethnie des opprimés. Ok, merci cher monsieur. Je voulais ajouter je pense que nous devons nous remobiliser tous devant l'état légal. Et le désordre qu'on vit aujourd'hui, si je reconnais qu'il y a une responsabilité auprès de certains acteurs occupant des postes de pouvoir et des décisions, oui, c'est vrai, parce que je pense à un dialogue encore plus fort, hein, parce que le président l'a initié. Je pense aussi que l'opposition doit arrêter de contester l'élection du président
pour que ce pays... Non, bon, là, il n'ira jamais. Merci. Voilà. C'est antidémocratique. Merci, cher monsieur. Merci. Merci. C'est même ça la démocratie. Je vous en prie. Avez-vous vu ça? Madame, monsieur, rediffusion 23h GMT. Il sera minuit. Angel Mendouka.